Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information, ici en Savoie-Mont-Blanc sur votre chaîne préférée. Nous sommes le mardi 18 juin 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, rencontre avec Blandine Tridon, la directrice générale déléguée de la Belle Montagne. On reviendra notamment sur son parcours. Je recevrai ensuite Camille Damerval et Ilan Saïn, deux voyageurs en quête de solutions alternatives. Et enfin, Philippe Serre viendra nous présenter les grandes lignes de Fabricars. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. Pour les titres de ce journal, on parlera des gros dégâts qui ont été causés par les intempéries du week-end dernier. Et oui, les viticulteurs de Savoie sont notamment très touchés. Les vignes ont été détruites de 80 à 100% dans certains secteurs. Nous verrons le reportage de Camille Rivolet qui est allée à la rencontre de certains viticulteurs qui sont démunis face à ces intempéries qui les ont touchés. Et puis une nouvelle application qui pourrait sauver des vies. Sauve Life 73, l'application arrive du côté du SAMU de Chambéry. Elle permet à tout le monde, à toi, à moi, à tous les citoyens de devenir sauveteurs, de s'improviser sauveteurs, notamment en cas de crise cardiaque. On verra les explications d'Inès Guillemot tout à l'heure dans le journal. On enchaîne avec notre revue de presse pour ce 18 juin 2019. Tu as trouvé la plus jeune candidate au bac de France et elle est locale. Et oui, elle est savoyarde, elle vient de Tignes, elle s'appelle Charlotte Varnier, elle a 13 ans. Il s'agit de la plus jeune candidate, le plus jeune candidat, le plus jeune garçon a lui 11 ans. 743 594 candidats passent le bac cette semaine, les épreuves du baccalauréat. Alors Charlotte passe son bac du côté du lycée Saint-Exupéry de Bourg-Saint-Maurice. Elle a suivi une section scientifique, mais elle n'a jamais mis les pieds au lycée puisqu'elle a suivi des cours par correspondance. Elle voyage très souvent avec ses parents. Tiens donc. Et pour elle, le bac, c'est vraiment une formalité, Seb, puisqu'elle est déjà acceptée dans la plus prestigieuse des universités canadiennes, l'université de Toronto. Elle va étudier là-bas les neurosciences, rien que ça, exactement. Et donc, c'est une rencontre qu'on peut retrouver sur le site de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Une série d'images très impressionnantes. Oui, des images impressionnantes publiées par l'Aimant Bleu sur la page Facebook de nos confrères. Donc, tu le sais, on en a parlé, de violents orages ont touché nos départements, mais ils ont aussi touché nos voisins suisses. Les nuages ne s'arrêtent pas aux frontières, n'est-ce pas Seb? Donc samedi, un orage de degré 4 sur 5 s'est abattu sur la ville de Genève. L'alerte a été donnée à 16h10. Comme l'explique l'Aimant Bleu, on voit notamment donc, le parking de Plainpalais sous les eaux, la vieille ville inondée, le parking également de Genève-Plage. En 3 heures, les pompiers et la police ont reçu près de 4000 appels. Une fusée de détresse a aussi éclairé le ciel au-dessus du lac Léman. Malheureusement, les secours n'ont pas réussi à sauver la femme retrouvée sous l'eau avec son bateau. Elle est décédée à l'hôpital. 32 litres d'eau par mètre carré sont tombés, selon nos confrères toujours de l'Aimant Bleu sur la ville de Genève. On voit ces images vraiment très impressionnantes. Seb, on va continuer. Si je retrouve mes fiches, non, je n'ai pas écrit ta revue de presse, Seb. On commence avec des nouvelles de Michel Platini qui nous sont relatées par nos confrères de RTS. Un ancien footballeur reconverti dirigeant qui avait présidé donc l'UEFA, la Fédération européenne, de 2007 à 2015, dont le siège est à Nyon, et de nouveau dans le viseur de la justice. Il a été placé en garde à vue pour des faits présumés de corruption liés à l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ses conseillers ont rapidement réagi à cette mise en garde à vue. Michel Platini n'a strictement rien à se reprocher et affirme être totalement étranger à ces faits qui le dépassent. À noter que Claude Guéant, ancien bras droit de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président, est lui aussi entendu avec le statut de suspect libre. Et Sophie Dion, ancienne conseillère sport de Nicolas Sarkozy, ancienne députée de Haute-Savoie, est elle aussi en garde à vue selon une information du Monde. Le parquet national financier de Paris cherche à déterminer le rôle joué par plusieurs représentants politiques français, de l'État français dans la désignation du Qatar pour cette Coupe du Monde en 2022. Je rappelle que le Qatar a été préféré en 2010 aux candidatures australiennes, japonaises ou encore sud-coréennes. Depuis cette attribution, 16 des 24 membres exécutifs de la FIFA ont été radiés, suspendus ou restent sous le coup d'une enquête. Un rappel Mediapart, donc ça ne sent pas très bon pour notre monsieur Michel Platini.
Et je sais qu'on reste dans le domaine du sport. Oui, puisque Simon Fourcade va bientôt débuter sa nouvelle vie. Quelques mois après avoir annoncé sa retraite sportive, l'aîné des frères Fourcade est le nouvel entraîneur de l'équipe de France junior de biathlon. Il va pouvoir rencontrer les futurs talents de l'équipe de France à l'occasion d'un stage en commun du côté de Prémanon dans le Jura. Simon Fourcade s'est montré très enthousiaste, très ambitieux pour ce nouveau projet de vie. Il va pouvoir ainsi transmettre toute son expérience à ces jeunes biathlètes tricolores. On espère que cela portera ses fruits. Merci beaucoup Victoria. Merci Seb, à tout à l'heure. Allez, j'accueille ma première invitée, Blandine Tridon. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes la directrice générale déléguée de la Belle Montagne, un regroupement de plusieurs domaines skiables. Première question toute simple, comment est-ce que vous êtes arrivée à la Belle Montagne? Alors, c'est une histoire de rencontre, comme souvent dans les entreprises, une histoire humaine. C'est que j'étais à l'époque directrice du développement chez Maeva, qui était ma vie professionnelle antérieure. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer mon PDG actuel, Jean-Yves Remy, qui venait de commencer effectivement son implantation dans les Alpes. Et j'ai aimé le côté entrepreneur audacieux, et j'ai aimé aussi l'homme de parole, ce que j'ai eu l'occasion de vérifier de nombreuses fois depuis. Et donc, à un moment donné, l'opportunité s'est présentée de venir rejoindre la Belle Montagne. Et j'y suis depuis 16 ans et je m'y épanouis chaque jour. Avant de continuer avec vous, un mot sur cette saison 2018-2019 qui s'est achevée il y a quelques semaines, notamment pour nos stations qui nous concernent ici en Savoie-Mont-Blanc. Oui, alors on peut dire globalement une bonne saison. Les débuts ont été un petit peu délicats en début de saison, mais cette saison a été complètement différente de la précédente, qui avait été marquée par un gros enneigement et très peu de soleil. Là, ça a été une saison où il y a eu beaucoup de soleil, donc beaucoup de plaisir de nos clients, parce qu'en même temps, le ski était assuré dans la mesure où les chutes de neige ont toujours été opportunes cet hiver. Alors vous êtes aujourd'hui une des rares femmes à occuper un poste comme le vôtre avec ce degré d'importance. Ça représente quoi pour vous? Une fierté, un aboutissement ou tout simplement un non-événement? Alors c'est quelque chose qui s'est fait relativement naturellement, mais je m'en rends plus compte par le regard qu'il peut y avoir des autres par rapport à ça. C'est quoi? C'est un regard de défiance encore pour l'instant? Ah non, non, jamais. Je ne crois pas avoir jamais eu de la défiance. Après, il faut avoir un petit peu de sens du challenge. Mais non, pas du tout. C'est simplement plus d'étonnement, puis pas d'habitude. Effectivement, j'ai pas beaucoup de confrères féminin, donc c'est plutôt, plutôt très masculin, les remontées mécaniques. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans ce métier là, de gérer des remontées mécaniques, des domaines skiables? Alors moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est de gérer la complexité. En fait, la complexité et un écosystème. Les stations, c'est tout un tas d'entités. Quand je parle de la complexité, c'est que notre métier, c'est un métier capitalistique. On a beaucoup à engager. C'est un métier sur la durée. Mais c'est aussi un métier touristique, donc où la chaîne de service doit être la plus fluide possible, parce que la finalité, c'est d'abord le plaisir de nos clients, c'est qu'ils aient des expériences, des sensations, et qu'ils puissent avoir le bonheur de découvrir nos beaux territoires et effectivement des espaces naturels qui sont fabuleux. Vous étiez destiné à travailler dans le secteur du tourisme, parce que si je ne dis pas de bêtises, vous parlez 4 langues? Oui, tout à fait. C'est ça qui m'a amené effectivement au départ à venir dans le tourisme, mais rétrospectivement, je pense que c'était aussi le goût de la communication, de l'interactivité, puis de cette complexité que j'évoquais. Alors j'ai eu dans une interview que votre devise était une citation de Jacques Brel. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Est-ce que du coup vous vous estimez talentueuse? Oui, mais la suite, c'était de dire et le reste, c'est beaucoup de sueur. Et c'était ça aussi, c'était de dire, c'est effectivement le talent, c'est la construction. Enfin, moi, ce qui me motive, ce qui va toujours mon moteur, c'est la construction humaine durable. Et l'entreprise en est une. Et effectivement, quand elle est en plus dans des territoires comme les nôtres, eh bien, il y a ce double aspect. Mais après, je n'oublie pas la deuxième partie de la citation. C'est le reste, c'est beaucoup de sueur, parce que c'est effectivement nos métiers sont des métiers où il y a beaucoup de travail à faire pour que justement ce travail n'apparaisse plus après. Parce que nos clients, ils doivent voir quelque chose de très fluide et très tourné vers le plaisir et pas vers la technicité.
Vous avez une réelle soif d'apprendre, ça se sent. Oui, bah écoute, je pense qu'effectivement, je ne m'ennuierai jamais tant que je continuerai à apprendre. Vous avez été récemment mise à l'honneur par les trophées des femmes de l'économie. Qu'est-ce que ça représente ? Bah là aussi, c'est une belle, je dirais, reconnaissance de mes pairs et des gens qui ont bien voulu me reconnaître. Et puis c'est quelque chose qui, j'ai une fille de 21 ans et c'est plaisant aussi de voir pour elle, de dire, je sais qu'elle a de la fierté de voir mon parcours mis en lumière. Et c'est comme ça que je le prends. C'est plus sur le côté aussi de dire aux jeunes femmes que faut y aller, quoi. Tout est possible. Vous avez été membre du comité exécutif du CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Oui. Là aussi, c'était important de faire partie des instances pour vous ? Les instances, non, les instances, c'est un aboutissement. Mais ce mouvement a été un mouvement vraiment de construction pour moi parce que c'est un mouvement où on fait de très belles rencontres et où on va apprendre à se former et justement à se former au métier de dirigeant qui n'a pas vraiment d'école et à échanger, à expérimenter et avec beaucoup d'allers-retours. Et quand vous parliez apprendre, pour moi, apprendre, c'est effectivement, il y a une part, entre guillemets, plus intellectuelle. Mais ça n'a d'intérêt que dès lors que c'est répercuté ensuite au niveau de ceux à qui on restitue cela, quoi. Donc c'est ces notions d'aller-retour permanent. Et cet aller-retour, il va dans l'entreprise et puis il fonctionne dans la profession. Et puis avec un mouvement comme le CJD, ça peut être aussi des gens qui sont dans tous les métiers qu'on va croiser et on va s'enrichir les uns les autres avec des innovations, avec des idées, et le tout avec une conviction qui est une économie au service de l'homme. Merci beaucoup, Blandine Trédon. Bonne continuation. Voilà. Allez, on enchaîne avec nos deux prochains invités. C'est notre rubrique Bonne idée. J'accueille Camille Damerval et Ilan Saïn. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Merci de vous être arrêté chez nous pendant ce tour à vélo un peu particulier, pas comme les autres que vous effectuez actuellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche en quelques mots ? En quelques mots, la démarche, on a pris la décision de partir sur les routes de France pour découvrir le territoire, découvrir la population et aussi découvrir les alternatives, les méthodes alternatives qui se mettent en place en France. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier, un cheminement, une réflexion ? La vie. La vie, c'était le moment, on était en train de créer notre société tous les deux. Et puis ça ne fonctionnait pas, donc on s'est dit on avait envie de voyage, envie de voir d'autres choses. Donc on s'est dit allez, c'est le moment. Très concrètement, c'est quoi l'objectif de cette aventure-là que vous avez démarrée au mois de septembre 2018 ? C'est de voir comment on peut vivre autrement, voir comment on peut sortir un peu de la société de consommation en quelque sorte et aller découvrir tout ce qui se met en place, toutes les méthodes, toutes les alternatives, toutes les façons de vivre simplement. Voilà. Alors, vous êtes parti de La Rochelle, oui. Septembre 2018, le 21 il me semble. Le 16. 16, pardon. Qu'est-ce que vous retenez pour le moment de ces 9-10 mois d'aventure, là, plein de choses j'imagine. Est-ce qu'il y a quelques anecdotes, quelque chose qui sort vraiment du lot ? C'est difficile parce que tout est bien en fait. Après, c'est vraiment une perception personnelle. Donc, non, tout ce qu'on a vu était bien. C'est pas... toutes les rencontres. Les rencontres, les personnes, le partage qu'on peut avoir avec les gens dans les woofings, dans les lieux alternatifs comme Trop Global où on a pu aller, un lieu magnifique. Il y a tellement de souvenirs, tellement de passages que et c'est pas fini. Donc pourquoi dire que ceux-là sont mieux que les autres? On ne sait pas. Alors comment ça se passe concrètement? Vous roulez quoi le matin, la journée? Alors ça dépend. On n'a pas trop de rythme précis. C'est en fonction des lieux qu'on a envie de voir, des personnes qu'on a envie de rencontrer. Le vélo, on est en moyenne à 60 km par jour, ce qui nous permet de vraiment visiter les lieux, d'avoir le temps. On fait à peu près 3-4 heures de vélo par jour. Et la nuit, ça se passe comment? Vous logez, j'imagine, peut-être chez l'habitant? Chez l'habitant, ouais. Souvent, vous allez toquer directement à la porte des gens? Non, il y a une communauté de cyclistes qui s'appelle Warm Showers. Et on peut prévoir les logements comme ça un petit peu. Ou sinon, en woofing, on reste une semaine ou deux chez les gens. Et donc ça permet de... Ou sinon, on fait du camping. C'est l'humain qui est vraiment au centre de tout, là, dans cette démarche. Ouais. L'humain, le partage.
Alors, votre credo, c'est, j'ai vu sur votre site internet, vivre autrement pour vivre mieux, après 9 mois de péri, parce que cette maxime tient toujours. Ouais, encore plus. Encore plus Encore plus. Ouais. Bah, quand on lâche tout, enfin, on n'a plus de meubles, on n'a plus de logement, on n'a plus de factures, on n'a plus de soucis. Donc, c'est beaucoup plus simple. Question qui peut paraître abrupte. De quoi vous vivez pendant cette aventure? Comment est-ce que vous vous nourrissez? Comment est-ce que vous... Bah, on a un peu d'argent, mais on vit avec très peu. Justement, la démarche, c'est aussi d'être dans l'échange de services. Donc, les woofings, notamment, quand on va dans les fermes, on travaille et en échange, on est hébergé et nourri. Et voilà, c'est surtout de ça qu'on vit. Et on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup quand on a les indispensables, c'est-à-dire pouvoir dormir au chaud et manger tous les jours. Est-ce que vous avez prévu de faire partager cette aventure une fois qu'elle sera terminée? Je ne sais pas, par le biais d'un livre, par le biais d'un film Ouais, pourquoi pas. Là, pour l'instant, on essaie de filmer un peu notre périple avec les photos, des vidéos. On se penche un petit peu plus sur les vidéos. Bon, c'est pas toujours facile à faire. Donc les gens peuvent vous suivre à travers Ouais, sur le site internet, en fait. Camille, elle le met à jour régulièrement. Donc on suit notre tracé, les lieux où on a été voir, les gens chez qui on est allé. Après, on a plein d'idées par la suite, mais pendant qu'on est sur la route, c'est un peu difficile à... Forcément. Ouais. Alors vous êtes arrivé Jeudi, ici en Pays de Savoie. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait depuis jeudi? Là, on est dans la famille actuellement. Ouais. Donc, on se pose un petit peu. On va se poser. Ça fait du bien de retrouver un petit peu les siens quand même? Ouais. Ça fait toujours du bien. Ouais. Et la suite, après les Pays de Savoie, quelle sera la prochaine destination? On ne sait pas, mais direction sud-est. D'accord. Ouais. Direction sud-est, il y a d'autres lieux à voir, donc on est en train de travailler dessus pour savoir où on va aller, quoi. En fait, vous n'avez pas forcément de but précis, vous prenez la route selon vos envies, vos desiderata? C'est ça, ouais. Non, on ne prévoit pas trop. Hein. On s'est rendu compte que quand on prévoyait, ça se passait jamais comme prévu, donc on essaye d'y aller un petit peu au feeling. Ouais. C'est quoi le prochain projet commun, là? Après, une fois que les rayons connectés, ça sera terminé? Alors le but, ça serait que les rayons connectés deviennent une association et qu'on soit un lieu d'accueil social. Donc après, on a tellement d'idées qu'on ne sait pas trop encore, mais voilà, on a envie de faire un lieu de vie commun avec un potager, avec des cours de cuisine, en mettant en pratique ce qu'on a appris dans la vie, en fait. On se rend compte que vous êtes en plein dans la tendance, tout ce qui est woofing, tout ce qui est échange de services. C'est vraiment quelque chose qui tend à se développer. Ça vous conforte dans votre idée de départ? Oui. En partant, on ne savait pas trop à quoi s'attendre et justement, on est agréablement surpris de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par la cause sociale, écologique, environnementale et qu'il y a vraiment plein de choses qui se mettent en place. Donc ça répond aussi à un besoin que les particuliers, que les gens qui font du monde à faire du woofing, ils ont besoin d'aide aussi. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de cette relation avec l'argent. Donc c'est vraiment de l'échange pur, humain, quoi. C'est super. Merci beaucoup, en tout cas, de Merci passer dans notre studio. Bonne continuation pour la suite de cette très belle aventure. Merci. Allez, place à notre troisième et dernière rubrique pour ce mardi, c'est la culture. Et j'accueille Monsieur Philippe Serre. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Vous êtes le directeur général des services de Faverges-Châtenay, également chef de projet culturel de Fabric Arts. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots Fabric Arts? Alors Fabric Arts, c'est un projet qui a maintenant 3 ans, qui a été souhaité au départ par le maire de Faverges, Marcel Cataneo, et qui a été soutenu par les élus de la communauté de communes des Sources du lac d'Annecy, donc autour de Faverges, il y a 7 communes, et qui a été également soutenu par le ministère de la Culture, de l'Éducation, la région, le département et l'entreprise Tobli. Et donc le principe, c'est de promouvoir l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire d'accueillir des artistes dans de très nombreuses disciplines artistiques. Donc il y a la danse, le théâtre, la musique, il y a 10 disciplines. Je vais forcément en oublier. Alors, on va les donner. Donc, vous les avez. Écriture, architecture, musique, théâtre, cinéma, art plastique, art numérique, la danse. La danse, oui. J'ai oublié quelque chose? Il me semble qu'il en manque 2, mais voilà, il y en a une dizaine. En tout cas, il y a toutes les disciplines artistiques qui sont possibles. Il y a la parole aussi autour du conte. Et donc, on accueille des artistes venus effectivement du local, mais venus aussi du national, et des artistes qui ont une certaine renommée, puis d'autres qui en ont moins, mais qui ont tous en commun la capacité et la volonté de transmettre aux jeunes et aux enfants leur passion.
de pratiquer avec eux et puis de construire avec eux quelque chose d'original, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un projet Fabricart, il y a une restitution, c'est-à-dire une création originale. D'ailleurs, pendant qu'on est en train de parler, là, il y a une création originale qui est en train d'être présentée à Faverges, voilà, avec des jeunes qui ont fait du rap et qui sont en train de le présenter à la population. Et donc ça, il y a 20 à 25 projets par an. Donc le public cible, c'est les jeunes, très clairement? Oui, c'est très clair. Ça a été la volonté du maire de Faverges et c'est la volonté qui a été soutenue. La question fondamentale, c'est comment on permet aux jeunes, par la culture, de s'ouvrir, de découvrir, d'être aussi plus tolérants, de s'émanciper, de se dépasser aussi. C'est-à-dire, la culture, c'est aussi de l'exigence. Parce que, ben voilà, en plus, quand il faut une représentation, quand il faut une création originale, et bien sûr, il se dépasse, toujours dans la bienveillance, mais il faut montrer quelque chose au public, il faut se trouver dans cette situation-là. Et ce qu'on espère, c'est qu'on leur donne aussi des émotions qui sont durables et des émotions qui leur resteront et qui leur permettront aussi de s'ouvrir à d'autres choses. Je vous prends juste un exemple. Il y a parfois dans les classes, on l'a tous connu, parfois nous-mêmes, des gamins qui sont un peu moins à l'aise avec les maths, avec le français, avec tout ça. Et on s'aperçoit au cours d'un atelier théâtre ou au cours d'un atelier cirque, c'était le cirque je crois qui manquait, que finalement ces jeunes-là ils savent se dépasser, ils savent être des leaders aussi sur des choses et puis se prouver à eux-mêmes et pour la suite qu'ils sont capables de faire des grandes choses. Le prochain grand rendez-vous, c'est le 20 juin avec Picky Swear. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors Picky Swear, c'est les élèves de CM2 de l'école de Vue à Faverges. C'est des élèves il y a une certaine mixité sociale dans cette école et tous les élèves de CM2 donc, ont créé une pièce avec la compagnie Transport en commun, donc avec des comédiens professionnels et avec un écrivain de théâtre qui les a suivis pendant 3 mois et qui écrit pour eux. C'est-à-dire il écrit des rôles pour eux, vraiment, avec eux et pour eux. Et donc il y a 2 groupes d'une quinzaine d'enfants qui vont faire 2 représentations d'une pièce originale. Ils vont jouer avec des comédiens professionnels. Ce qui était très important pour nous, c'est que les enfants ne soient pas un prétexte, c'est-à-dire qu'on les met dans un coin et puis on dit voilà, et qu'ils puissent aussi, dans une pièce qui sera une pièce, je pense, très agréable à regarder pour tout le monde et pour le tout public, qu'ils puissent aussi jouer avec des comédiens vraiment professionnels qui, eux, tournent partout en France, qui sont des comédiens très talentueux, et donc qui puissent aussi prouver à toute la population qu'ils sont capables de construire une pièce de théâtre entière. Ça va durer 50 minutes, les deux pièces, et c'est très... pour nous, c'est le meilleur résultat et c'est le meilleur salaire qu'on peut avoir, entre guillemets, quand on développe des politiques comme ça, c'est que les gamins sont heureux, les parents sont heureux et les artistes aussi sont heureux et sont heureux d'être sur notre territoire pour faire ça. Justement, les artistes, ça a été facile de les attirer, de les motiver pour venir vous épauler? Au tout départ, non. Aujourd'hui... on a aussi la conséquence de plusieurs années où on a développé des beaux projets, où il y a des artistes de renommée aussi nationale qui sont venus. Je pense à HK, le chanteur, qui a pu venir et qui tous ont constaté que sur ce territoire-là, d'ailleurs qui est un territoire exemplaire sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'éducation artistique et culturelle dans le milieu rural, il y avait une qualité d'accueil, il y avait des volontés, il y avait des valeurs. De belles valeurs, d'échange, d'accueil, de découverte, de bienveillance. Et du coup, rien qu'en s'en parlant de bouche à oreille, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes qui viennent nous proposer de réaliser des projets dans le cadre de Fabricart. Merci beaucoup, Philippe Serre. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. On va parler cyclisme pour terminer cette première partie. Je suis en ligne normalement avec Monsieur Patrice Pion, le directeur du Tour Savoie-Mont-Blanc. Est-ce que vous m'entendez, Patrice? Oui, bonjour, je vous entends. Alors, le Tour Savoie-Mont-Blanc débute ce jeudi avec une étape entre Aix-les-Bains et Moutier. Comment s'annonce cette édition 2019? Alors, c'est une édition assez particulière, puisque pour la première fois, on aura une étape, la première entre autres, où il n'y aura pas de grosses difficultés de montagne. On sera plus sur une étape un peu faite pour les punchers. Ça sera la plus longue étape. On partira d'Aix-les-Bains pour longer le lac et monter en Haute-Savoie. Et on redescendra de la Haute-Savoie par le Val du Fier, Cusy. Et on traversera les Bauges, la Combe de Savoie pour aller rejoindre Moutier dans la vallée des Blanches.
Alors, excepté cette première étape, vous avez concocté au peloton un parcours bien montagneux, comme chaque année. Voilà, ouais, comme chaque année, donc on aura ensuite, après cette étape, on aura 4 belles étapes de montagne où tous les jours il y aura des difficultés, et des nouveautés bien sûr, avec des passages inédits comme on a un petit peu l'habitude de faire un peu sur la Maurienne et sur la Haute-Maurienne. Nous avons le col de la Madeleine dès le 2e jour. Donc là, voilà, les coureurs vont commencer tout de suite à être dans le bain avec une arrivée finale sur la Norma, entre Moutier et la Norma, donc avec un circuit où on monte sous les forts d'Ossois et on finit par l'ascension de la Norma par 5 km. Voilà, c'est une difficulté. C'est déjà une 2e étape où là, on verra les grimpeurs déjà en position bien classés sur le classement général. La montagne, c'est vraiment l'ADN de votre épreuve. Voilà, ouais. Nous, le Tour de Savoie-Mont-Blanc, donc comme le nom veut le dire, on est vraiment une étape de montagne, c'est assez particulier. Il n'y en a pas beaucoup sur le territoire, puisque il faut aussi avoir le territoire pour ça. Et on est assez fiers de dire que voilà, il y a que des grimpeurs chez nous, pas de sprinteurs. Alors une nouvelle fois, le plateau est très élevé, très relevé pour les 20 ans de cette épreuve. Quels seront les principaux coureurs à suivre lors de ces 4-5 jours? Voilà, alors là, il y aura donc Gal Félix du développement Sobwen, et ensuite il y aura le team Brigelan avec Upper Chris qui sont deux bons grimpeurs. On aura aussi à l'équipe de Chambéry Formation, donc Jean Poussin, qui est très en forme, et puis Nicolas Prudhomme, qui ont déjà des victoires là, ces derniers dimanches. Voilà, on aura du niveau assez important. Après, il y aura Iserbit, Eli, qui marche bien, et puis on aura surtout l'équipe à Aker, voilà, Team Arkea, Samsic, qui est là justement pour faire voir les derniers sélectionnés au Tour de France, puisqu'ils vont participer au Tour de France dans 15 jours. Et souvent, le dernier, les coureurs qui sont incertains se mettent en valeur sur le Tour de Savoie pour gagner leur place au Tour de France. Dernière chose, Egan Bernal, le coureur colombien vainqueur en 2017, sera un des leaders de l'équipe Ineos sur le Tour de France, un des principaux outsiders pour la victoire finale. On peut dire que le Tour Savoie-Mont-Blanc a parfaitement joué son rôle de tremplin? Oui, alors il fait partie des courses qui permet à des coureurs comme Bernal d'acquérir vraiment de la force et puis de prouver qu'ils sont forts sur plusieurs jours. Derrière le Tour de Savoie-Mont-Blanc, ils ont enchaîné sur le Tour de l'Avenir, et c'est vrai que des coureurs comme ça, quand ils gagnent tout, comme chez nous ou comme au Tour de l'Avenir, on se retrouve avec des vrais champions, quoi. Merci beaucoup, Patrice. Bon courage pour ces jours de course. Au revoir. Merci, à bientôt. Victoire est de retour pour le rappel des titres, pour ce journal. On fera notamment le point sur les dégâts après les intempéries du week-end dernier, notamment chez les vignerons. Oui, les viticulteurs qui sont très touchés, les domaines des vins de Savoie ont été ravagés par la grêle. On verra le reportage de Camille Rivollet. Et puis une nouvelle application pour le SAMU. Sauve Life 73, c'est la nouvelle application qui peut sauver des vies, qui permet à tout le monde d'intervenir en cas de crise cardiaque. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. Ne quittez pas, à tout de suite.